Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette compilation des mèmes de l'été. Enfin plus précisément de quelques-uns des plus marquants puisque encore une fois je peux pas tout traiter bien évidemment. Donc si j'ai pas parlé de votre préféré, n'hésitez pas à lui rendre justice en l'évoquant dans les commentaires. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle de... Oh! Cette vidéo est en partenariat avec Flexispot. Flexispot, c'est une marque de bureautique spécialisée dans les bureaux assis debout, et c'est très pratique si, comme moi, vous passez vos journées assis devant un écran et que vous finissez par avoir mal au dos. Avec ce genre de bureau, on peut continuer à bosser tranquillou debout et alterner comme ça les positions dans la journée. Et vous pouvez même vous amuser à faire des squats avec lui. Bon par contre, il est pas très rapide, hein. Le bureau qu'ils m'ont envoyé est un modèle E7 Pro avec un plateau de 160 cm par 80. C'est plutôt facile à monter, faut compter une bonne heure et si vous avez une perceuse, c'est mieux. On peut aussi commander plein d'accessoires qui vont se monter sur le bureau. Moi par exemple, j'ai pris un tiroir de rangement et un support pour le clavier. J'aime tellement ce bureau que je lui ai donné un petit nom, Flexi. Et on s'amuse beaucoup tous les deux, hein Coco? Ah si Flexi. Donne la patte. Oh c'est bien, c'est un bon bureau ça. Sur le site, on a le choix parmi plusieurs types de bureaux et de plateaux, de taille et de couleurs. Par exemple, celui que j'ai peut descendre jusqu'à 63,5 cm et monter jusqu'à 128 cm de hauteur, et supporter une charge allant jusque 160 kg. Soit plus de 2 anneaux et demi. Il propose aussi plein d'autres accessoires, de l'assise au rangement, en passant par des bras pour les écrans ou des supports pour accrocher l'ordi sous le bureau, etc. Eh ben dis donc, on peut dire que tu flexes mon pote. Tu veux dire que je... Flexispot? Ah ouais non, c'était pas nécessaire ça. En ce moment, c'est les soldes sur leur site, donc si vous voulez en profiter au meilleur prix ou faire un gros cadeau de Noël, je vous ai mis un lien dans la description. Merci Flexispot. Allez Flexi. C'est parti pour 11 mèmes de la saison estivale 2023, et on commence tout de suite avec une rubrique nécrologique. Bonne vidéo. Internet est en deuil. Le chien le plus populaire du web a rejoint le paradis des mèmes le 19 août dernier à l'âge de 12 ans. A l'origine, cette photo de Bolzi a été postée le 4 septembre 2017 sur Instagram par sa maîtresse hongkongaise Cathy. Le cliché est repris et détourné pour la première fois 2 ans plus tard sur le subreddit Dogelore, dédié à l'univers des mèmes autour d'une autre Shiba très célèbre du nom de Kabosu, qui avait conquis les réseaux durant tout le début des années 2010 sous le nom de Doge, et qui est toujours en vie aujourd'hui. Bolzi est rebaptisé Chimps et devient une version goofy de Doge, qui évoluera dans des petites histoires et des situations absurdes, et dans un nombre incalculable de mèmes comme Dorime, dont je parle dans cette autre vidéo. Il a souvent été mis en opposition avec Doge, comme dans le mème Soul Doge vs Chimps, mais il a fini par le dépasser en popularité, et aura droit à son propre univers étendu riche en personnages idiots comme son oncle Murphy, lui aussi décédé en mars dernier. Malgré sa mort, Bolzi restera éternellement lié à la culture web, qui continuera de le faire vivre et de nous faire rire au travers de mèmes toujours plus absurdes. Merci Bolzi, tu étais un bon gros pépère. Reste in bonk. La nouvelle grosse tendance de l'été chez les TikTokers, c'est d'imiter des PNJ de jeux vidéo pendant leur live, en ne réagissant que lorsque les spectateurs leur font des dons au travers d'emotes comme des objets ou de la nourriture. Du coup, ils en viennent très vite à répéter les mêmes phrases et actions en boucle, ce qui rend le tout très hypnotique. Tout a commencé en février 2022, avec les TikTokers japonais Natu et Coco et Satoyu0704, aussi connus sur la plateforme comme la reine et le boss final de l'Ohio. L'une des premières à reprendre le concept est Pinky Doll, qui a commencé le stream PNJ en janvier 2023. Elle est devenue la plus populaire et du coup la représentante du genre. Ces expressions comme gang gang, ice cream so good sont reprises sur les réseaux dans des détournements réalisés par les internautes complètement interloqués par cette nouvelle mode, qui peut faire peur hors contexte, on va pas se mentir. Entre avril et juillet 2023, le concept explose et beaucoup d'autres créatrices vont suivre la tendance en imaginant toujours plus de façons d'élargir le concept et d'interagir avec leur audience. Take it easy, gang gang. Hey, what is wrong with you? Donne-moi ça! La malédiction des pharaons continue de s'abattre sur internet. Selon d'anciennes légendes égyptiennes, celui qui oserait profaner le tombeau d'un pharaon en ressortirait maudit par l'esprit de ces derniers. Une légende qui a inspiré de nombreuses œuvres à travers le temps et aujourd'hui des mèmes. L'un des premiers mèmes mentionnant cette histoire aurait été posté en août 2020 sur Reddit par Violet Tantrum. Depuis 2021, elle se répand sur Tumblr avec ce gif du youtubeur Elebist qui échoue au Cinnamon Challenge de 2006. Puis sur Twitter début 2023 où elle prend la forme d'une copypasta à base d'étranges hiéroglyphes que les twittos s'envoient
envoie pour se refiler la ch'touille. Enfin cet été, elle atteint les TikTokers qui sont allés déterrer les vidéos des mangeurs de cannelle pour illustrer la vengeance des pharaons. Ils ne crachent alors plus de la cannelle, mais du sable. Et de la même manière, toute vidéo mettant en scène du sable et des gens fera référence à cette fameuse malédiction. Tout ça accompagné par l'OST de Mario 64, Lethal Lavaland. Quand Albert Camus inspire TikTok avec cette célèbre phrase issue de ses réflexions philosophiques sur l'absurde, il faut imaginer Sisyphe heureux, issu de son analyse du mythe grec dans lequel le personnage de Sisyphe est condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline, rocher qui redescend inlassablement au pied de la dite colline à chaque fois que Sisyphe est sur le point d'accomplir sa tâche, symbolisant le supplice de l'effort vain, l'aliénation des humains condamnés aux tâches les plus abrutissantes durant leur vie. La phrase de Camus, empruntée au philosophe japonais Kuki Shuzo, synthétise sa pensée. La liberté et la voie vers le bonheur résident dans l'acceptation de l'absurdité de l'existence dépourvue de but et de sens. Apprécier la vie rendrait plus heureux que de chercher à lui donner un sens. Et quoi de mieux pour accepter cette absurdité que d'en rire? C'est ce qu'Internet fait depuis plus de 10 ans avec les mèmes sur le sujet. Et durant l'été 2023, la phrase est reprise dans divers TikTok utilisant la chanson Me and the Birds de Duster pour mettre en scène diverses situations et tâches ultra répétitives rappelant le mythe, comme dans des jeux vidéo par exemple. Un mème qui met bien en avant l'absurdité de la vie. Mais perso, ça me donne plus envie de relancer Katamari Damacy. Venez vous agglomérer sur ma grosse boule. Suge. Cette tronche boudeuse de Donald Trump s'est retrouvée dans tout un tas de photomontages sur internet. Il s'agit d'une photo d'identité judiciaire ou mugshot prise le 24 août dernier lors de son arrestation dans le comté de Fulton en Géorgie. Les mugshots sont très populaires aux USA. Internet aime s'en moquer et c'est facile puisqu'elles sont en accès libre. Ce système d'identification a été inventé en 1879 par le criminologue français Alphonse Bertillon et on appelle ça le système Bertillon ou encore le bertillonnage. Et c'est une première pour un ancien président états-unien. Sourcils froncés et regard défiant, Trump nous livre une expression que même les IA n'avaient pas su reproduire. Quelques minutes après, la photo se retrouve sur le web et fait le tour des médias et des réseaux sociaux. S'ensuit une vague massive de parodies reprenant et détournant le visage de Trump dans diverses situations hilarantes. Le lendemain, après avoir été libéré sous caution, il fait son grand retour sur Twitter en publiant la photo sur son compte pour y ajouter son nouveau slogan Never Surrender et transformer ça en produit dérivé servant à financer sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Bien qu'il soit toujours accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de celle de 2020. Une nouvelle créature mystique a envahi internet fin août. Ce petit chat schtroumpf a contaminé TikTok, après que l'utilisateur Gojam1 l'ait posté dans 2 vidéos le 26 et 27 août dernier, en version recolorisée sur une chanson de Dr. Dre, ou encore en association avec d'autres mèmes sur la chanson The Spectre d'Alan Walker. Dans cette dernière, ils le baptisent Shailushai, qui, selon certains, serait un jeu de mots sur une ville située en Lituanie et le mot garnement, mais en russe. Du coup, personne ne comprend rien au délire à cause de la barrière linguistique, et peut-être aussi parce que le même n'a aucun sens. Mais paradoxalement, c'est ce qui fait tout son succès. Et c'est comme ça que cette petite crapule de schtroumpf-chat est devenue virale, les internautes s'amusant à le redesigner et en faire des détournements de toutes sortes en images macro, photoshopées dans la plupart des cas. Mais en réalité, cette créature sort de l'imagination de l'artiste Nate Allinan, un illustrateur dont vous avez probablement déjà vu le travail sans le savoir, puisqu'il a bossé sur beaucoup d'affiches de films célèbres. Cette illustration postée le 9 septembre 2014 sur son site web est en fait sa représentation de ce que serait un vrai schtroumpf dans la réalité. Entre le 20 et le 24 septembre dernier, la branche japonaise de McDonald's a démarré une nouvelle campagne publicitaire animée sur Twitter, montrant divers personnages consommer la junk food dans leur quotidien. La première vidéo, montrant des parents et leurs petites filles s'enjaillant sur la malbouffe, a particulièrement attiré l'attention. Et comme c'est tout mignon, artistes et mémeurs se sont attelés à nous livrer mash-up et autres détournements parodiques, explorant le lore de cette petite famille tranquille qui en rappelle une autre bien connue des Weebs. Mais ça a surtout déclenché de vives réactions dans les cercles politisés de Twitter, lorsque des utilisateurs issus de la droite conservatrice états-unienne ont entrepris d'enfumer les utilisateurs et provoquer leurs opposants en prétextant, sur absolument aucune base, que les woke détestaient cette pub, créant ainsi de toutes pièces une fausse polémique qui a envahi les réseaux. À l'origine de ça, on trouve entre autres ce détournement du comics de Stone Toss mettant en scène Shinzo Abe, l'ancien premier ministre de la droite conservatrice japonaise décédé en 2020, qui sous-entend que la pub a été créée dans le but de résoudre le problème de natalité au Japon. Ou quand une pub toute innocente est instrumentalisée à des fins politiques par les membres de la droite traditionnelle les plus paranoïaques et radicaux. Et avant de continuer, on va
revenir un peu sur cette histoire qui en a énervé certains dans les commentaires sur YouTube et TikTok notamment. Déjà, faut savoir que je sors pas ces informations de mon trou de balle, hein. Comme d'habitude, et les habitués de la chaîne le savent très bien, je fais des recherches avant de dire quoi que ce soit. Je fais vraiment très attention à ce que je dis avant de l'affirmer, et je cherche les sources de ce que j'avance. D'ailleurs, elles sont toutes dans la description de cette vidéo, et je vous invite à aller les consulter bien évidemment. Mais c'est vrai que je peux faire des erreurs qui tiennent le plus souvent de l'inattention ou de la fatigue, comme avec la date de la mort de Shinzo Abe qui est 2022 et pas 2020, comme je l'avais pourtant bien écrit, ça arrive, c'est ce qu'on appelle une coquille. Et aussi, la durée de 60 secondes imposée par le format short me force à raccourcir un maximum les infos et du coup le nombre de mots que j'écris. Ce qui peut donner des phrases comme « ils sont morts noyés » au lieu de « ils sont morts écrasés sous la pression du sous-marin qui a implosé à cause de la pression de l'eau ». Au bout d'un moment, je ne peux pas être aussi précis qu'il le faudrait dans un format aussi réduit. Bon, ceci étant précisé, revenons-en à cette affaire de pub McDonald's qui m'a valu tant de haine et d'insultes. Tout ce que j'ai pu lire, que ce soit des articles, des commentaires ou des discussions dans lesquelles les gens s'interrogent sur cette polémique, que ce soit sur des sites comme Know Your Meme, Reddit ou d'autres médias, l'écrasante majorité de tout ce que j'ai pu lire à ce sujet va dans le sens de ce que j'ai dit dans la vidéo. Aucune trace d'aucun organisme, médias, responsables politiques, militants ou personnalités influentes de la gauche libérale états-unienne qui critiquerait la pub en mode c'est raciste, c'est pas représentatif, pas inclusif, tout ça quoi. Alors attention, j'ai pas dit non plus que personne n'avait râlé, hein. Bien sûr, j'ai vu les tweets des gens qui ragent, et d'ailleurs c'est souvent les mêmes qui reviennent dans les conversations, et le problème c'est que ces tweets, on peut y voir ce qu'on veut en fait. Rien ne permet vraiment d'affirmer qu'un tel est woke ou de gauche libérale, ou un troll, ou encore une personne qui fait juste des vannes. Ah si, c'est vrai, il y a un artiste qui s'est amusé à faire des rideaux en changeant le genre des personnages, et il s'est fait massivement harceler pour ça. D'ailleurs, il y a un article qui en parle plus en détail, et je vous l'ai mis dans les sources, dans la description également. Un tweet à quelques dizaines de likes n'est pas représentatif de l'opinion de tout un groupe politique ou militant, ni même suffisant pour influencer politiquement des gens. C'est l'avis de Monsieur Michu au PMU du coin, quoi, c'est pas représentatif de l'opinion. Contrairement à des médias, des représentants ou des personnalités, qu'elles se revendiquent politiques ou non. Mais parmi ceux qui ont parlé de panique woke gauchiste, on retrouve des comptes et médias massivement likés et partagés qui se présentent ouvertement de la droite conservatrice états-unienne, comme le média Bispack Review par exemple. Est-ce que vous commencez à voir où est le problème? De plus, tous les tweets cités sont sortis de leur contexte de discussion, comme celui-ci par exemple qu'on voit beaucoup tourner, issu d'un compte qui a été suspendu par la suite, donc il est très compliqué d'avoir le contexte, mais quand on le trouve ce contexte, on voit que la personne réagissait non pas à la pub, mais aux propos de certains qui se sont réappropriés la publicité en prétextant que elle prône la famille nucléaire blanche avec un relent de racisme par derrière. Alors qu'on parle d'une pub destinée au public japonais, je vous le rappelle. Et ce genre de tweet hors contexte constitue les principaux arguments pour des médias ouvertement de droite conservatrice, comme le média Red State par exemple, dont l'article a été largement relayé et utilisé comme source. Tout comme ce tweet d'ailleurs qui compare la pub avec un ancien spot de McDonald's publié suite à l'assassinat de George Floyd en 2020. À l'époque, il faut savoir que beaucoup de grosses industries avaient laissé la parole aux personnes racisées et victimes de discrimination pour justement réagir et témoigner sur le sujet. Et cette comparaison a été utilisée pour prétendre que toutes les campagnes de McDo aux États-Unis sont comme ça. Alors que quand on voit les vraies pubs McDo des dernières années, ça reste des pubs classiques qui mettent en avant leur bouffe et prônant les valeurs familiales, le partage et tout ça quoi. Y a pas vraiment de quoi crier au grand remplacement wokiste là non plus. Sur internet, chercher à énerver une communauté ou un camp politique en l'occurrence dans le but de provoquer une réaction épidermique de leur part, c'est une technique de trolling bien connue sous le nom de rage bait. C'est très utilisé sur Twitter et encore plus depuis la monétisation des tweets. En gros, les trolls créent un faux narratif qui découle sur une polémique et puis au final ça ne sert que leurs intérêts et d'ailleurs ils peuvent se faire un peu de pognon là-dessus au passage. Donc les réactions de la gauche libérale états-unienne qu'il y a eu ont été en réponse à ce troll et pas à la pub en elle-même qui n'a pas de message caché pro-famille nucléaire blanche. Le fait que la pub ait été récupérée malgré elle pour prôner les valeurs de la droite conservatrice états-unienne, c'est ça qui a provoqué des réactions. Et comme je le dis dans la vidéo, cette confusion elle a bien commencé avec les vannes et les mèmes sur Shinzo Abe et Stone Toss, et que pas mal de gens ont apparemment un peu trop pris au sérieux. Pour rappel, Shinzo Abe était un membre de la droite conservatrice japonaise et voulait inciter les jeunes japonais à faire des enfants pour pallier aux problèmes démographiques que rencontre le Japon ces dernières années. Et il y a beaucoup de mèmes et de vannes en mode Shinzo Abe qui complote pour glisser des messages subliminaux pour inciter les gens à copuler, au point qu'il est dépeint comme un héros dans certains de ses détournements. Quant à Stone Toss, ses comics sont ouvertement revendiqués à droite, voire bien au-delà. Ajoutez à ça des tweets très malaisants insistant pour avoir des Rule 34 de
la gamine et autres joyeusetés du genre. Oui, parce qu'apparemment il y en a qui voient un rapport entre les LGBT, donc les woke, et la pédophilie. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. D'ailleurs au passage, des Rule 34 des parents, il y en a eu instantanément des tonnes. Mais bon, ça on commence à avoir l'habitude avec internet. Bref, un bon gros drama sauce Twitter qui englobe des weebs, des trolls, des haters, des pédos et les extrêmes politiques états-uniennes qui se livrent une guéguerre culturelle sur internet. Tout ce petit monde s'engueule en essayant de se réapproprier une publicité qui ne leur est pas destinée. C'est complètement absurde et j'ai du mal de comprendre les réactions ici en France alors qu'on est encore moins concerné. Et bon, en attendant, tout ça, ça profite à McDo. Et d'ailleurs, pour en revenir au même, j'ajouterai un petit complément à ce que j'ai dit dans la vidéo. La campagne de com a continué, il y a eu des nouveaux spots publiés sur les réseaux début novembre, et après coup, j'ai appris que ces animations sont réalisées par l'artiste Urachan, et que la chanson qu'on entend est un remix lo-fi de Akatombo, une berceuse japonaise composée à l'origine par Kosaku Yamada en 1929, et qui a même été interprétée en France par Nana Mouskouri. Désolé pour ce long aparté, mais au vu des réactions et des retours qui continuent encore d'ailleurs à l'heure actuelle, il fallait approfondir un petit peu et j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde maintenant. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description. Voilà, bon maintenant on est reparti pour la suite des mèmes de l'été. Le plus grand manga de tous les temps est enfin là. Oubliez les Dragon Ball, les One Piece et autres Naruto, Internet est unanime. Kagurabachi, c'est le meilleur manga jamais publié, avant même qu'il soit publié, et son adaptation en animé est encore meilleure. Enfin ça, c'est ce que les internautes disent, en faisant des blagues ironiques dans la même veine que ce qui a été fait pour Morbius en 2022. À la différence que Kagurabachi connaît tout de même un vrai succès, mais la hype est largement exagérée par les trolls. C'est vrai qu'en voyant cette image postée sur x.com le 10 septembre dernier et montrant Chihiro, le personnage principal au regard blasé en train de dégainer son katana, on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois ce genre de personnage, donc ça n'inspire pas grand chose de très original. L'image est utilisée pour mettre en comparaison le manga de Takeru Okazono avec d'autres œuvres célèbres. Et c'est bien simple, Chihiro il prend tout le monde en 1v1, voire même en 1v19, en utilisant ce format de même avec le symbole plus grand que. Mais l'image est également utilisée pour créer des montages ou des redraws, permettant à Chihiro de s'immiscer dans tous les autres univers pop culturels et pas seulement des mangas ou des animés. Le 22 septembre dernier, le tweetos Champagne Anyone écrit la phrase « Moi après un double rhum Coca Light » en légende de cette photo montrant l'acteur états-unien Kevin James. Oui, états-unien ça se dit, vous pouvez aller vérifier. À l'origine, ce cliché a été pris en janvier 1998 par Tony Espartzam pour les archives de la chaîne CBS sur le plateau de la sitcom The King of Queens dans laquelle Kevin James tenait le premier rôle. Et on peut se procurer cette photo sur le site Getty Images pour la modique somme de 475 €, ou alors en faisant un screenshot. Le sourire moqueur et l'air suffisant de Kevin font mouche auprès des internautes qui vont s'amuser avec l'image en y ajoutant des légendes, créant de nouveaux contextes à la grimace du comédien, qui devient alors le nouveau mème tendance, le Kevin James posting. Très vite, les créateurs de mèmes vont utiliser d'autres photos de l'acteur, le déguiser en personnage populaire à l'aide de Photoshop, ou encore l'incruster dans d'autres mèmes. Et comme tout ce qui devient trop viral trop rapidement, ça a vite saoulé du monde. Et sinon, on en parle que le mec qui ressemble de ouf à Monsieur Indestructible? I offer the souls of Earthrealm warriors who die in this conflict. Le 15 août 2023, la chaîne TikTok HistoryOX poste un slideshow revisitant la défaite de Waterloo avec un Napoléon en rage comique qui répond à son général angoissé sur un ton sec et amer « Il n'y a plus rien qu'on puisse faire ». S'ensuit une série de tableaux montrant l'exil de l'empereur à Sainte-Hélène sur une version ralentie de la chanson pop Amour plastique de Vidéo Club, accentuant le ton dépressif des images. Le TikTok cartonne, mais il faut attendre le mois suivant pour que le concept de slideshow avec les photos de l'exil de Napoléon et la chanson soit repris dans des détournements pour exprimer la dépression ou le sentiment d'impuissance. La bataille de Waterloo est alors remplacé par d'autres situations tout aussi désespérées, comme un contrôle de maths par exemple. Le même évolue pour prendre la forme d'images macro en slideshow ou en vidéo de toutes sortes mettant en scène les TikTokers déguisés. Il n'y a rien qu'on puisse faire devient la plus célèbre fausse citation de l'empereur déchu. On retrouve d'autres formats vidéo utilisant d'autres représentations de Napoléon, et tout ce qui fait référence au personnage ou à une situation désespérée se voit attribuer la chanson Amour plastique, devenue la référence officielle du mème. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux.
Malgré les craintes des artistes, les IA ne cessent de s'améliorer, pour le plus grand plaisir des internautes qui peuvent maintenant s'en servir pour shitposter en dissimulant des messages subliminaux dans des images à première vue innocentes. Tout ça est rendu possible grâce à la fonction CtrlNet de stable diffusion publiée en février dernier. En gros, ça permet d'utiliser une image avec un prompt pour les fusionner. Par exemple, en juin dernier, la team Monster Labs s'en est servi sur GameFace pour styliser les QR codes en les incrustant dans des illustrations. Et ça a bien entendu attiré l'attention des amateurs, notamment sur Reddit. Mais c'est surtout en septembre que la méthode est reprise sur les réseaux comme Reddit et Twitter, pour créer des paysages de villages dissimulant des formes géométriques. Puis un redditor poste cette image dans laquelle on distingue le mot obey en référence au cultissime film de John Carpenter. Le même se répand alors et inspire d'autres à intégrer différents mots dans différents types d'images. Ça évolue rapidement jusqu'à dissimuler carrément des images dans des paysages. Et là, les possibilités du mème deviennent folles, puisqu'on peut maintenant y intégrer d'autres mèmes. Merci d'avoir regardé cette petite compilation des mèmes de l'été 2023. On se retrouve très vite pour une nouvelle petite vidéo verticale, et si vous appréciez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker et lâcher un petit commentaire pour convaincre YouTube de la mettre en avant, et surtout vous pouvez partager les vidéos autour de vous pour faire connaître la chaîne. Vous pouvez également participer financièrement à la production des vidéos en passant par Tipeee, Patreon, KissKissBankBank ou en devenant membre sur YouTube. En attendant la suite des mèmes sur Super Mario, vous pouvez toujours aller découvrir ou revoir la première partie, ou encore vous perdre dans les méandres des vidéos de la chaîne, il y en a pour tous les goûts. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et m'aimez-vous.